Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 15h de Télé Djibouti. Les titres, c'est tout de suite. Le président de la République a regagné hier dans l'après-midi à l'issue de sa participation à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue somalien. Et la guerre en Ukraine est entrée ce vendredi dans son 107e jour. Le président ukrainien a déclaré que ses soldats résistaient à Severodonetsk. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays dans l'après-midi hier à l'issue de sa participation à Mogadiscio, capitale somalienne, à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue de ce pays frère, Hassan Sheikh Mohamud. La participation du président Guelleh à l'investiture de son nouvel homologue somalien a valeur d'appui indéniable de Djibouti aux efforts sans cesse continus entrepris avec courage et persévérance par la nation sœur somalienne en vue de renouer avec l'ordre, la légalité et la stabilité. Elle a valeur aussi d'illustration parfaite de l'impératif moral et fraternel auquel la République de Djibouti s'assigne rigoureusement en matière de participation aux principaux événements somaliens. Le caractère privilégié des relations entre Djibouti et la Somalie est à la mesure des liens exceptionnels tissés par le fil de l'histoire, de la proximité géographique et de la communauté culturelle et linguistique entre les deux nations. Partisan effréné de la cause somalienne, Djibouti a acquis depuis longtemps le statut de porte-voix de ce pays dans les instances diplomatiques régionales, continentales et au niveau des Nations Unies. Elle doit cette réputation à l'important sacrifice auquel elle a consenti à travers notamment l'organisation de la mémorable conférence de paix d'Arta. Son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre ainsi que les autorités civiles et militaires du pays. Et c'est dans une atmosphère festive que la cérémonie d'investiture du 10e président somalien Hassan Sheikh Mohamud a eu lieu à Mogadiscio. Outre le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement de la région et du continent, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président kényan Uhuru Kenyatta, ont participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président somalien. Une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf et de la ministre de la Jeunesse et de la Culture ont accompagné le chef de l'État dans le cadre de ce déplacement en Somalie. À tour de rôle, les chefs d'État et les ministres ont félicité le président élu et le processus électoral qui s'est tenu en Somalie. Ils ont affirmé l'importance des efforts entrepris pour faire face aux défis actuels de la stabilité. La participation du président djiboutien à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue somalien a essentiellement été marquée par l'allocution qu'il a faite à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, le président Guelleh a formé l'espoir d'un développement rapide de la Somalie sous le leadership de son nouveau président et émis le vœu que la Somalie renoue avec une capacité pleine et entière et une autonomie totale d'action, d'efforts et de compétences pour relever les défis liés à son bien-être et à sa prospérité. Dans ce propos, le chef de l'État décrit aussi le retour d'une cohésion immuable en Somalie comme condition propice à l'appréhension des défis multiformes à l'ordre du jour de ce pays frère.
La capacité de la Somalie à recouvrer son statut prééminent d'OTAN est en partie alliée à la détermination de son peuple à souscrire aux vertus d'une nation unie, solidaire, pour aborder ces problématiques sous le signe de la fraternité et de la collégialité, a déclaré en substance le président Guelleh. taasina halgan dheer bay doonaysaa is-aaminaad bay doonaysaa isku kalsooni bay doonaysaa. Et poursuivant son allocution lors de la cérémonie d'investiture, il a souligné combien, à travers son slogan d'une Somalie en harmonie avec elle-même et avec le reste du monde, le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud est en phase avec les réalités et les principaux défis qui se posent à la Somalie. Nous souhaitons succès et réussite au président Hassan Sheikh Mohamud, a poursuivi le président de la République, qui mit à profit cette tribune pour réitérer la volonté du gouvernement et du peuple de Djibouti à œuvrer toujours au renforcement des liens exceptionnels qui unissent les deux nations. tallaabadiisii 10 jeer buu ayuu sii kordhini doonaa. hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullah. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rableh Abdillah, s'est rendu hier à la ville de l'Unité, à Dikil, accompagné de la représentante de l'UNICEF et de la représentante de l'OMS. Le ministre a été d'abord reçu par le préfet de la région de Dikil, Adam Dalal, à la résidence de la préfecture, en présence du président du conseil régional. Après un entretien, le ministre et sa délégation ont pu rejoindre le centre médico-hospitalier de Dikil. L'accueil a été à son comble, avec une aide d'honneur formée par le personnel du centre médical hospitalier de Dikil. Le ministre a remis à cette occasion un lot de matériel médical divers, dont une ambulance longtemps attendue par la population de la sous-préfecture de Mouloud. Un pari réussi selon les responsables de cette localité qui accompagnait le ministre dans ce déplacement. Il a par la suite remercié le personnel et leur a exhorté de prendre soin de ces matériels médicaux qui va renforcer le bloc technique du centre médical de Dikil. Et par la suite, le ministre a été accueilli au conseil régional de la ville, où un parterre de jeunes, les locales et les femmes de la ville sont venus pour l'accueillir à son arrivée. Le ministre, qui était accompagné donc de ses partenaires de l'UNICEF et de l'OMS, ont été accueillis par le président du conseil régional, Mahad Hussein. Des chants et des danses folkloriques ont été à l'honneur. L'objectif de cette visite, c'était de prendre part à la cérémonie de clôture du symposium qui s'est étalé sur 4 jours, 4 longues journées de débats, d'échanges et des problématiques liées au système sanitaire de la région ont été passées à peine. Eh bien, pour y remédier à cela, des recommandations et des pistes de solutions ont été formulées par les participants, tous issus des différentes localités et chefs-lieux de la région. À l'issue de ces travaux, une synthèse récapitulative des points saillants soulevés durant les 4 jours a été faite et a présenté par Idriss Hussein Abbas. Au terme de ce symposium, les responsables de la région ont pris la parole respectivement et donc ont remercié le ministre de la Santé pour le déplacement qu'il a effectué en lui adressant de leur accueil solennel. Médico-hospitalier de Dikil. Nous avons reçu un lot très important de matériel et qui était le bienvenu. Un lot de lits qui pouvait, je pense, renouveler tout le lit de l'hôpital, je pense. Et comme promis, bientôt pour les sous-localités et les sous-régions. Donc, il y avait également un service que vous avez, en fait, que moi j'ai beaucoup aimé, qui avait été soutenu, c'est le service de la natalité, de la maternité, avec des couveuses. Je dirais que c'était du matériel qu'on attendait, avec le bloc de maternité assez neuf. Et toute la région qui va en bénéficier vous remercie grandement. Maintenant, nous sommes également ici pour clôturer les travaux du symposium que vous avez initié.
Moi, je trouve que c'est une excellente chose parce que discuter, ramener sur la même table les opérateurs, les acteurs et les bénéficiaires, discuter également des problématiques de la santé, je pense, et ceci va renforcer, pas renforcer, mais permettre à la santé de décoller comme l'a fait l'éducation depuis les États généraux. Écoutons les représentantes de l'UNICEF et de l'OMS. Ici avec vous aujourd'hui et contente de voir le travail que vous avez fait. J'ai des collègues dans mon équipe de l'UNICEF à Djibouti, originaire de Dikil. Il toujours dit que Dikil, c'est la région le meilleur organisée. Et j'ai pu constater que vraiment le travail que vous avez fait aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Je suis très contente. Nous savons que les systèmes de santé, ce n'est pas parfait. Il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui doivent améliorer. Et nous sommes là aujourd'hui pour montrer l'engagement de l'UNICEF pour soutenir au pays le ministre de la Santé et la région de Dikil d'améliorer la situation de la qualité de soins ici dans la région de Dikil. Merci. Très chaleureux. Monsieur le ministre, à vous, merci, comme le préfet vient de le dire. Merci d'avoir pris cette initiative très importante. C'est qu'en s'asseyant autour d'une table et en mettant les choses au clair. Et du coup, le troisième merci, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis très impressionnée avec la qualité des débats, des recommandations qui sortent. Merci beaucoup pour votre engagement. Ça va faciliter la tâche du gouvernement pour entamer probablement certaines réformes dont on a besoin, mais ça va aussi faciliter la tâche des organisations comme la mienne pour mieux accompagner le gouvernement et faire en sorte que personne n'est laissé pour compte et que tout le monde a accès à une santé et des soins de santé de qualité. Je vous remercie. Voici à présent l'intervention du ministre de la Santé. J'ai exercé ici pendant 2 années dans cette belle région de Dikil, région de l'unité. D'abord, il faut comprendre que après le Covid-19, maintenant qu'il y a le changement climatique, avec cette insécurité alimentaire, avec ces sécheresses, tout ceci, le monde a changé. Le monde a changé. Et le ministère de la Santé ou bien le système de santé doit également s'adapter. Et dans ce cas, nous avons prévu un certain nombre de réformes. Mais nous ne pouvons pas faire des réformes, nous ne pouvons pas faire des améliorations en étant dans nos bureaux respectifs, en étant à Djibouti-Ville. Nous ne pouvons pas décider de tout ce qui se passe dans les régions et partout. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est pour ça que nous avons voulu élargir le débat pour que ce débat soit inclusif, pour que ce débat soit participatif, pour que les bénéficiaires puissent eux aussi dire leurs mots, pour qu'ils puissent participer à l'effort que le monde médical entreprend. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la santé, c'est un département multisectoriel. C'est un département qui dépend un certain nombre des déterminants de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, les déterminants de la santé? Ce sont un certain nombre de critères sans lesquels la santé n'existe pas. Mais ces déterminants de la santé, certains relèvent du ministère de la Santé, d'autres relèvent d'autres départements. Donc la santé, c'est un tout. La santé, tout le monde intervient. La santé n'appartient pas à une personne, à 2 personnes, à 4 personnes. La santé n'appartient pas au ministère de la Santé. La santé appartient à nous tous. Parce que nous sommes tous bénéficiaires de la santé. Et pour avoir un système de santé fort, un système de santé résilient, nous devons travailler ensemble. Et nous devons, le peu de ressources que nous avons, que ce soit des ressources matérielles,
que ce soit de ressources financières, que ce soit de ressources humaines, nous devons les gérer ensemble. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui vont gérer. C'est pour ça que j'accepte, moi, de toute façon, à Djibouti-Ville, on a commencé à faire ceci. Nous allons bientôt faire des comités de santé dans les régions aussi. Ce sera des comités de gestion. Ce seront des comités d'administration. Nous allons administrer, Inch'Allah, cette CMH comme on administre une petite entreprise. Et ce ne sera pas seulement le ministère de la Santé qui va administrer, à part l'administration qui va se rapprocher, parce qu'il y aura des sous-directions, on l'avait déjà, mais on va le refaire maintenant. Les sous-directions, nous allons les déconcentrer, mais il y aura des comités d'administration où il y aura le préfet, le conseil régional, la société civile, les oulémas, les femmes. C'est ce comité, les jeunes, c'est ce comité qui va gérer. Et c'est vous qui allez savoir quelles sont vos priorités. Dans l'actualité également, je vous amène à Genève où se tient depuis le 10 mai donc la 110e conférence internationale du travail, le sommet mondial du travail de la conférence internationale du travail a discuté donc de la manière de s'attaquer aux conséquences sociales et du travail des crises alimentaires, énergétiques et financières avec des approches centrées sur l'humain. Parmi les intervenants figure le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, qui a prononcé un discours lors de ce sommet. Voici un extrait de son intervention. Excellence, Monsieur le Président de la Conférence internationale du travail, Excellence, Monsieur le Directeur général de l'OIT, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de l'OIT, Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des travailleurs, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les mandats, ministres, représentants, syndicaux, employeurs présents à cette conférence. Je me dois tout d'abord de féliciter M. Gilbert Rungo pour sa nomination au prestigieux poste de directeur général de l'OIT. Je lui souhaite un mandat fructueux qu'il puisse donner par son action un élan nouveau à cette institution centenaire qui demeure une voix puissante pour les travailleurs. Je vais également remercier M. Guy Ryder qui vient de passer le flambeau pour le travail accompli à la tête de cette institution. Et je profite de cette occasion pour féliciter le directeur général de son excellent rapport sur les pays les moins avancés qui apporte des pistes de réflexion à l'ensemble des États membres de l'OIT et plus particulièrement aux 45 États membres appartenant à cette catégorie des pays les moins avancés pour parvenir à une reprise économique tout en se conformant au programme d'action de Doha qui jouera un rôle majeur pour soutenir les PMA dans le cadre de leurs efforts en matière de développement durable et de résilience. En ma qualité de ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale de la République de Djibouti, que j'ai l'honneur de représenter ici, je réitère la volonté de mon pays de renforcer les liens de coopération avec l'OIT et réaffirmer notre adhésion aux valeurs et principes basés sur le tripartisme et la justice sociale qui prévalent à l'OIT. Et poursuivant son intervention, le ministre du Travail a plaidé pour un meilleur appui et un accompagnement accru des pays les moins développés, de même que pour une stratégie de transformation structurelle, de développement des entreprises dans l'esprit d'une protection sociale efficace des travailleurs. On l'écoute. Président, Excellences, chers amis, les sous-emplois restent le perpétuel défi auquel est confrontée notre société. Le chômage, principalement celui des jeunes primo-demandeurs d'emploi, touche les diplômés de l'enseignement supérieur autant que les déscolarisés. Nous avons mis au cœur de nos priorités d'importantes mesures et programmes de lutte contre la pauvreté pour atténuer l'ampleur du chômage. Les stratégies mises en œuvre pour relever ces défis
vont au-delà pour la plupart de la simple mise en place de programmes à caractère palliatif de courte durée, les politiques de formation professionnelle, les politiques de création d'emplois pour les travaux d'infrastructures à haute intensité. Cependant, loin de ralentir le rythme des réformes, nous poursuivons les efforts en agissant sur tous les leviers pour créer l'emploi marchand. Des réformes structurelles ont été introduites pour améliorer les filières de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle et mettre les systèmes éducatifs en concordance avec les besoins réels du marché du travail. Monsieur le Président, d'autres initiatives sont mises en œuvre pour faire émerger un secteur privé dynamique, développer des orientations capables de favoriser la croissance économique et instaurer un climat social serein entre les partenaires. Par ailleurs, il existe un cadre de programmation du développement, la vision 2035, ainsi que les priorités de la nouvelle stratégie nationale Djibouti ici, dont les piliers sont institutions, connectivité, inclusion. Dans cette loi d'orientation économique sont mis en perspective la promotion de la transformation numérique, le renforcement de la transparence, du soutien à la bonne gouvernance, la promotion de la parité et l'autonomisation des femmes. Enfin, le secteur informel et son intégration dans l'économie structurée. Les défis associés aux besoins de création d'emplois et d'actualité constituent une priorité de l'action gouvernementale. La République de Djibouti s'emploie à valoriser son capital humain en orientant les investissements sur les secteurs porteurs de l'économie pour disposer d'un vivier capable de faire émerger le pays à l'horizon 2035. Enfin, je souhaite que les travaux de cette 110e conférence contribuent à faire progresser la justice sociale. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Dans l'actualité également, suite à la recrudescence des accidents routiers, la police nationale, placée sous le commandement de son directeur général, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, a lancé une campagne de sensibilisation d'envergure sur la sécurité routière. En effet, un constat ressort des différentes causes des accidents. Les Djiboutiens adeptes de la vitesse enfreignent tous les jours les mesures édictées par le code de la route djiboutien. Selon les derniers chiffres, 3103 accidents sont survenus l'année dernière sur nos routes, un chiffre élevé si l'on prend en considération le nombre de conducteurs en République de Djibouti. C'est dans ce sens que la police nationale, soucieuse de la sécurité de nos concitoyens, lance officiellement une campagne de prévention et de sensibilisation sur la sécurité routière. Elle se poursuivra pendant plusieurs mois et abordera des thématiques telles que le port de la ceinture de sécurité, le port de casque, le respect des feux tricolores, mais également le téléphone au volant sera donc interdit. Cette campagne de grande envergure ciblera à chaque fois des thèmes différents en vue de permettre aux conducteurs de prendre la pleine conscience de la dangerosité, je vais y arriver, du non-respect des règles du code de la route. Et pour nous en dire plus, j'ai comme invité sur ce plateau le commandant de la brigade de circulation routière, le capitaine Abdelazar Aden Moussa. Bonjour messieurs, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors la police a lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation. Quel est l'objectif visé et où en êtes-vous? Dans un premier temps, je remercie d'abord la RTD de nous avoir invités et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Eu égard au nombre croissant, comme vous l'avez dit, du nombre d'accidents chaque année, l'année dernière, vous avez cité 3103 accidents, dont 47 mortels, vu également la croissance exponentielle du nombre de véhicules mis en circulation chaque année, et sachant que la sécurité routière est l'affaire de tous, nous avons initié, bien sûr, sous l'impulsion des directives généraux du président de la République et des directives particulières du directeur général de la police nationale, nous avons lancé une campagne de sensibilisation qui se poursuivra, bien sûr, comme vous l'avez dit, sur plusieurs mois, pour conscientiser nos concitoyens sur les dangers de la route, puisque la sécurité routière est l'affaire de tous. Ce n'est pas
la chasse gardée de la police nationale, mais tous les usagers de la route sont responsables de la sécurité routière. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne pour essayer d'atteindre les consciences afin de diminuer le nombre d'accidents sur nos routes. 47 morts l'année dernière, c'est beaucoup. C'est quand même énorme. Ouais. Alors, on l'a dit il y a un instant, selon les derniers chiffres, selon la police, 3103 accidents sont survenus l'année écoulée, donc en 2021. Les principales raisons, donc, c'est l'excès de vitesse, on l'a dit, et tout ça. Et enfin, en dernier mot, quel message voulez-vous transmettre donc, aux téléspectateurs et aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens qui vous regardent? Toutes les études accidentologiques s'accordent là-dessus. En fait, dans un premier temps, un accident, c'est un événement fortuit. C'est pas quelqu'un ne se lève pas le matin pour dire qu'il va commettre un accident. Mais les études accidentologiques s'accordent sur le fait que 93 à 97, 15% sont dus au comportement humain. C'est ce comportement humain que nous voulons corriger pour essayer d'atténuer ce nombre de plus en plus croissant des accidents. Et d'où l'objet de cette campagne. Nous essayons d'atténuer, de toucher la conscience de tous les usagers de la route, parce que la sécurité routière, avant tout, c'est quoi? C'est un ensemble de mesures qui est destiné à préserver la sécurité des usagers de la route. Et les usagers de la route, c'est qui? C'est l'automobiliste, c'est les bicyclettes, c'est les cyclomotoristes, c'est les piétons. Si chacun prend conscience du danger de la route et qu'il essaie de préserver les autres usagers, il en va de la sécurité de tous. Merci, vous êtes le commandant de la brigade de circulation routière, le capitaine Abdelazar Aden Moussa. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et dans l'actualité également, comme à l'accoutumée, le ministère du Commerce et du Tourisme continue ses opérations de contrôle sur le terrain en vue de constater l'évolution des prix des denrées alimentaires de première nécessité. L'objectif principal de ces opérations consiste à s'assurer d'une part de la disponibilité des denrées alimentaires et des fruits et légumes sur le marché, donc pour constater la disponibilité des fruits et légumes, le ministère du Commerce souhaiterait saisir cette opportunité pour informer la population que les fruits et légumes ont connu une légère perturbation durant ces semaines sur le marché. Ensuite, les inspections se sont donc déroulées au niveau du quartier d'Ambouli où les contrôleurs ont constaté des hausses de prix non justifiées. Au niveau de certains commerçants, à cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger des pénalités importantes. À l'issue de ces opérations, les responsables ont saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer au prix homologué par le ministère du Commerce. En marge d'un atelier de formation des formateurs sur la gestion des réfugiés, les représentants des pays membres de l'IGAD ont rendu visite au nouveau siège de l'ONARS au PK13. Ils ont été accueillis par le secrétaire exécutif de l'ONARS et son staff, ainsi que les membres de la Commission nationale d'éligibilité. À la cour de cette visite, qui fait suite à l'invitation du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelkader, les représentants des pays membres de l'IGAD ont profité de cette occasion pour s'imprégner de l'expérience de la République de Djibouti en matière de gestion des réfugiés et s'inspirer des bonnes pratiques et expériences engrangées par notre pays en la matière. Les représentants de l'IGAD ont fait le tour du site de l'ONARS où ils ont reçu d'explications sur le fonctionnement des différents services chargés d'accueillir les réfugiés. Dans la journée du mardi 7 juin, le colonel Waaz Omar Borolé, commandant de la garde-côte, a accueilli au camp d'Oralé une délégation nigériane composée d'officiers de l'école de guerre du Nigeria
en visite de travail à Djibouti, conduite par le général-major Aniofi Clétus en voyage d'études régionales d'une semaine à Djibouti du 5 au 11 juin sous le thème réforme portuaire et sécurité économique à Djibouti. C'est en compagnie du colonel Ahmed Jamadal, commandant de la marine nationale, que le colonel Ouaïs Omar Borré a accueilli la délégation. Il a saisi cette occasion pour présenter à la délégation les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Et à la fin de sa présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux parties qui ont partagé leurs expériences particulières dans le domaine de la sécurité maritime. La délégation a aussi visité les infrastructures du camp d'Oralé, et plus particulièrement le centre d'instruction navale de la garde-côte, qui est le principal pôle de formation des personnels de l'institution. La visite s'est clôturée par un échange de cadeaux et une photo de famille immortalisant cette visite. Dans le cadre de la préparation de la festivité de la 45e anniversaire de notre pays, les différentes associations du quartier Nassib en collaboration avec la commune de Belbala ont procédé à un nettoyage de leur quartier. Ces opérations ont mobilisé plusieurs membres d'associations de jeunes et des femmes. Un acte patriotique. Cette opération vise à promouvoir les travaux d'intérêt commun pendant plusieurs heures et avec en main des sacs poubelles, des gants et des râteaux. C'est avec enthousiasme et détermination que les jeunes de la cité Nassib ont procédé au nettoyage et à l'enlèvement des ordures sur les sites de leur quartier. On reste toujours dans la commune de Belbala où un incendie s'est déclaré aujourd'hui à 4 h du matin de la commune de Belbala. Au total, environ 7 maisons ont été brûlées. Aucune perte humaine n'est à déplorer, fort heureusement. L'incendie a été maîtrisé rapidement par l'équipe mobile des pompiers. Le président de la commune de Belbala s'est déplacé sur les lieux pour constater des visuels et dégâts matériels. Il a témoigné de son soutien aux familles victimes de cet incendie. À l'instar des autres corps de l'armée nationale installés dans toutes les régions du pays, les forces militaires du Riao Dobok a fêté dignement le 45e anniversaire des forces armées djiboutiennes sous les ordres du colonel Ilyas Omar Youssouf. La cérémonie a débuté par la revue des troupes des soldats effectuée par le colonel Ilyas Omar Youssouf en compagnie du préfet de la région et du président du conseil régional, le préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, les députés d'Obok, Ali Hamad Hassan et Kamel Hamad Ahmed, les chefs des autres corps de sécurité régionaux, les agents des services déconcentrés de l'État, les fonctionnaires, les chefs traditionnels et les autres invités ont participé à la cérémonie. Le colonel-major a lu le discours apportant le message de souhait de bon anniversaire du chef d'état-major général destiné à tous les membres, à tous ses membres, quel que soit leur grade. La célébration du 45e anniversaire de nos forces armées m'offre
l'occasion de rendre l'hommage de la nation à nos veillants soldats qui ont sacrifié leur âme pour défendre la patrie. En leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence pour lire Fatiha. Inquiétez-nous, mednemo al-wihda unité. Enfin, j'ai toute la confiance en vous pour accomplir les tâches qui vous attendent en préservant l'image de l'armée djiboutienne et l'honneur de la République de Djibouti. Vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Et après le discours, les soldats du contingent des forces armées djiboutiennes stationnés sur place ont effectué un défilé exécuté au pas cadencé sur la route jalonnée des multiples drapeaux nationaux à l'entrée de leur caserne. La célébration de ce 45e anniversaire marquant l'anniversaire de la création des forces armées de Djibouti s'est clôturée par un dépôt de gerbes de fleurs sur le lieu dédié à la mémoire des membres des forces armées djiboutiennes morts pour la patrie. الشجون بالخير نهار طبيو لما تكوان صادقوا ربعنا وبرارها كوردها الشجون بالخير نهار طبيو لما تكوان صادقوا ربعنا وبرارها كوردها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم واكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقيه من القضايات كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاتح. La guerre en Ukraine est entrée ce vendredi dans son 107e jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que ses soldats résistaient à Severodonetsk où d'intenses combats de rue se poursuivaient contre les troupes russes, ville stratégique dont dépend le contrôle de l'entière région du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Le palais des glaces, un des symboles de la ville, a été détruit dans un incendie provoqué par les bombardements russes. C'est ce qu'a annoncé sur Telegram Sergueï Gadai, le gouverneur de la région de Lugansk. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.